L'essence de la danse, le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans un temps très lointain. Nous sommes dans le sud de l'Inde, avec ses temples et ses somptueux palais où vivent les Maharajas. C'est ici, dans la région du Tamil Nadu, que naît l'une des plus anciennes danses traditionnelles, le Bharatanatyam. Celle que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui enseigne cette danse qui se caractérise par ses mouvements rythmiques, son expression émotionnelle intense et sa posture assise. C'est faire ressentir avec ta danse, ton rythme, la beauté de tes gestes, ton expressivité, et ça va donner ce qui s'appelle le rasa, le goût. Rasa, c'est goût. Rasa, c'est sauce. Le goût de quoi finalement ? Le goût de ce que tu vas transmettre, de ta danse. Jyotika Rao a vécu entre l'Inde et la France. Ce sont ses deux pays d'origine. Un pied à Paris, un pied en Inde. Elle a fait naître son style, fruit de transmission de ses maîtres, toutes des femmes. Elle était extrêmement exigeante, S. Meenakshi. Elle avait une personnalité très très forte. Elle s'habillait tellement bien. Avec ses saris de soie du sud de l'Inde, mais c'est quelque chose. Avec un énorme botou. Botou, c'est le point qu'on met ici. Entre les deux yeux. Entre les deux yeux. Mais elle avait une force. Une histoire de femme puissante, de transmission et de persévérance. C'est de cela dont il s'agit quand on évoque le parcours passionnant de Jyotika Rao. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles. Vous trouverez également sur Insta et Facebook l'essence de la danse, des vidéos inédites de Jyotika en train de danser. Je vous souhaite une très belle écoute, pour ne pas dire un très beau voyage. Bonjour Jyotika. Bonjour. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. J'ai envie d'abord de te demander comment tu vas. Très bien. Oui. Très heureuse d'être là. Pareillement, je suis très heureuse de te recevoir. Et si tu veux bien, pour commencer cet épisode, on va parler de cette danse que tu enseignes, qui s'appelle, attention, le Bharatanatyam. Je voudrais savoir un peu ce que c'est pour les gens qui nous écoutent. Et je pense qu'en fait, on va remonter un peu dans le temps. Parce qu'en fait, c'est quand même une des danses les plus anciennes d'Inde. Très très ancienne. Née au sud de l'Inde, dans le Tamil Nadu, classique, car il y a une discipline derrière. C'est que c'est tellement ancien, je ne sais pas si c'est né dans les temples, mais en tout cas, ça a été transmis à ces danseuses qui officiaient dans les temples. Ça faisait partie du rituel religieux, on va dire. Donc elles dansaient pour les dieux, vers les dieux, en face des dieux. Donc dos au public. Dos au public. C'est quand même incroyable ça. Oui. Et c'était que des femmes. Oui, c'était des femmes et c'était des hommes qui chantaient pour elles. C'est les hommes qui faisaient ce qui s'appelle Natavanar, qui battaient le rythme. Et donc, elles parlaient avec les dieux. C'est un dialogue. Oui, enfin, c'est une offrande aux dieux. C'est une offrande aux dieux. Maintenant, plus tard, tout de même, c'est aussi arrivé dans les palais, puisqu'il y avait des Maharajas. Et donc, il y avait des danses aussi dans les palais. En tout cas, on peut dire que c'est une danse un peu sacrée. Oui, sacré, moi je dirais pour moi sacré, c'est-à-dire que vraiment on veut aller au-delà de nous-mêmes. C'est vrai qu'on essaye par rapport à la danse, on essaye d'aller au-delà de notre corps, au-delà de de nous. De nous transcender finalement. Oui, ça oui. Comme ça, dans ce sens-là, moi je dirais plutôt ça pour moi maintenant. Ouais, c'est ce que ça, toi, t'évoque. Oui. Et j'imagine qu'à l'époque, il y avait quand même un message et que comme c'était une offrande quand même, oui. Il y a quand même quelque chose vis-à-vis du sacré, du spirituel en tout cas. Oui. Et donc ces femmes, elles dansaient tous les jours, comment on sait un petit peu ? Bah oui, puisqu'il y a des rituels tous les jours, matin, midi et soir. Il y a tellement de dieux, donc il y avait des danses pour tous ces dieux. Oui. Et donc, au final, elle s'est un peu sortie des temples, si je te comprends bien. Ce qui s'est passé tout de même, c'est que malheureusement, lors de la décolonisation ou à ce moment-là, quand les Anglais sont venus, ce qui s'est passé, c'est que les Anglais ont pris la place des Maharajas.
Donc les Maharajas n'avaient plus d'argent pour payer les temples. Donc les temples n'avaient plus d'argent pour payer les danseuses. Donc ça avait fait un effet ricochet. Ça fait un effet ricochet, ce qui a fait qu'elles ont dû trouver d'autres façons de trouver de l'argent. Elles ont cherché des mécènes, des riches personnes. Donc c'est déjà sorti un peu quelque part. Et surtout, il y a eu une loi qui a empêché les danseuses de danser. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient considérées comme, justement, puisqu'elles n'étaient plus payées par les temples, elles étaient payées par qui ? Donc on leur a enlevé cet art, cette communauté-là. On aurait pu les laisser faire comme elles le souhaitaient, essayer de se débrouiller. Pourquoi on leur a interdit ? Moi, je pense que c'est parce que tout de même, elles étaient très puissantes, ces femmes. Elles n'avaient plus besoin des hommes, puisqu'elles gagnaient elles-mêmes leur propre argent. C'était une tradition transmise de mère en fille. Les femmes étaient très puissantes, là. Et il me semble que les hommes n'ont pas aimé ça. Donc, en tout cas, il y a une loi qui arrêtait ça. Les femmes ne pouvaient plus être consacrées au temple et ne pouvaient plus danser dans les temples. Est-ce que tu as une idée de la date à peu près ? Oui, il me semble que c'est dans les années 47. C'est lors de l'indépendance de l'Inde. Oui. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé ? Cet art était là, mais les femmes de cette caste, de cette communauté, ne pouvant plus danser, il faut du temps, de l'énergie et donc de l'argent. Ça a été interdit ? C'est toujours interdit ? Non, c'est pas toujours interdit, non. Mais il y a le poids de la tradition. Puis c'est très dur de gagner sa vie en étant danseuse de Bharatanatyam. Il faut de l'argent, comme je le redis. C'est pas cette population qui l'a, c'est la population des castes plus élevées. Quand je dis élevées, c'est donc les brahmins. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les fondements de cette danse, qu'on comprenne un peu ? D'accord. D'abord, il y a une discipline, oui. Une discipline, c'est une danse classique, donc qui transcende même tous les frontières. C'est pour ça que c'est beau et aimé même ici, en Occident. Mais oui, le fondement, c'est peut-être d'abord, le premier, c'est sans doute la musique. La musique est le pilier de cette danse, le rythme. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vais essayer de chanter. Pour notre plus grand plaisir. Tout d'abord, il y a la danse pure, abstraite. Il y a cette position avec les jambes en diamant, cet ancrage au sol, cette frappe puissante. En fait, tu frappes du pied, c'est ça ? On frappe du pied, pieds nus, mais c'est pas seulement frapper pieds nus, parce que par exemple le Kathak, qui est la danse classique du nord de l'Inde, ça se danse debout. Ici, on danse avec les jambes en diamant. On est plié, en fait. Oui, on a les genoux écartés et les pieds rassemblés, ouverts comme un sourire. C'est joli ce que tu dis, comme ça. J'adore. Voilà, mais on est ancré. Le pied doit être souple et ça doit faire un très beau son. Une sorte de claque. En fait, c'est un instrument. Ça donne un tempo, du coup ? Oui, mais c'est pas le danseur qui donne le tempo, c'est le Natavanar. C'est celui qui dirige avec son bâton ou les cymbales. C'est celui qui dirige, qui te dirige. D'accord. Oui. Mais en tout cas, il y a un son avec tes pieds que tu fais. Oui, ce n'est pas n'importe quoi. Ça suit ce qu'on appelle un rythme spécifique qui est le tal. Le tal, c'est le cycle rythmique. D'accord. Donc ça, c'est le fondement. 1, c'est la mélodie, le rag. 2, c'est le tal, le cycle rythmique à l'intérieur duquel tu dois le respecter. D'accord. Ça, c'est le cadre. C'est le cadre. Donc il y a le côté musique, il y a le côté rythme. Et maintenant, on va monter, puisqu'on monte et on arrive aux mains. On utilise ce qui s'appelle donc des mudras. Les mudras, ce sont des gestes, soit des gestes purs, abstraits, comme par exemple Kataka Mukara. Mais ce sont des gestes aussi qui racontent des choses. Shikara, qui veut dire homme. Mriga Shirsha, qui veut dire femme. C'est comme un langage des signes, en fait. C'est un langage. Maurice Béjart a nommé son école Mudra. C'est bien. C'est dire. C'est dire. Donc, on va utiliser ces gestes pour faire des gestes. Le Bharatanatyam aime beaucoup les gestes amples, très souvent à la deuxième vitesse. On aime bien prendre son temps, puisque il faut faire des gestes amples, géométriques. Ça veut dire quoi, la deuxième vitesse ? Enfin, il y a 3 vitesses. La vitesse très lente.
Et tout est proportionnel, hein, c'est du rythme. La deuxième vitesse, c'est la vitesse juste au-dessus de ça. Et la troisième vitesse, c'est encore plus vite que ça. D'accord. Mais doublé à chaque fois de 2 fois. Donc, voilà, il y a la danse abstraite. Et maintenant, va arriver aussi donc, l'autre aspect, très important, c'est la danse narrative. On va raconter des histoires de Dieu ou d'humains. D'accord. Ou d'interactions entre Dieu et les dieux et les humains, ou entre les humains et les humains, ou entre les dieux et les dieux. Pour ça, on a besoin des mudras, mais aussi de l'expression du visage, donc ce qui s'appelle l'abhinaya. L'abhinaya, ça va être tout ce que tu vas exprimer, tout ce que tu vas ressentir et faire ressentir. Car ton rôle de danseur, c'est de faire ressentir. Des émotions. Oui, des émotions. Voilà, c'est pas juste du théâtre, parce que là, ce serait juste du théâtre. C'est faire ressentir avec ta danse, ton rythme, la beauté de tes gestes et aussi ton expressivité. Et ça va donner ce qui s'appelle le rasa, le goût. Rasa, c'est goût. Rasa, c'est sauce. Le goût de quoi finalement? Eh ben, le goût de ce que tu vas transmettre de ta danse. Elle va être belle, ou elle va être ennuyante, ou bien elle va être très émouvante. Voilà, c'est ça le rasa. C'est ce que nous transmettons. Quelles sont les autres émotions, j'imagine? Quand tu dis ennuyante, du coup, ça paraît bizarre, ennuyante. Ah bah, si une danseuse, ou un danseur, parce que moi je suis une femme, donc je vais dire danseuse, mais un danseur, danseuse, s'il n'est pas impliqué, s'il danse mécaniquement, ou s'il est beaucoup dans la répétition, je ne sais pas, s'il ne ressent pas, il ne va pas transmettre. On dit que, moi j'aime beaucoup ça, c'est que le danseur, c'est comme un récipient. Et il a dans ce récipient tous ces ingrédients qu'il va transmettre, il va donner. Et ces ingrédients, c'est quoi? J'ai l'impression qu'en te regardant, c'est les tripes, ça sort du... Ben voilà, on va dire que c'est les tripes. Ouais, c'est ça. Avant tout, il y a la technique, évidemment. Sans technique, il n'y a rien. Il y a la technique, mais c'est un art tout de même. Donc on doit nous faire ressentir ça. On doit faire ressentir ça, on doit transmettre ça. Et l'importance de l'histoire, c'est vraiment comme un conte. Le but, c'est quoi derrière tout ça? De raconter ces histoires. Oui, sans doute de nous émouvoir, de nous intéresser, de nous donner de la sagesse, de nous toucher. Vraiment, c'est ça, de nous toucher, de nous amener... Il y a Navarresa, c'est les 9 émotions. On commence par l'amour. Je pense que c'est la plus importante, l'amour. Comme toujours. Oui, l'amour. Donc il y a l'amour, le courage, l'émerveillement, le rire, la peur, le dégoût, la colère, le calme. Donc tout ça, c'est comme un arc-en-ciel, et tu arrives au calme, qui est la finalité de la chose. Donc c'est comme une vague? Oui, c'est une sorte, tu vois, comme ça, les différentes émotions qui vont t'amener à ça, qui font partie de toute une vie, et tu arrives au calme parce que tu as compris finalement que... Que quoi, justement? Que c'est nécessaire, tout ça est nécessaire. Il faut les vivre, il faut les sentir, il faut les goûter. Et une fois que tu as compris ça, tu es bien. Ouais. Il y a une sérénité. Une sérénité. Donc, si je te suis bien, tu utilises toutes ces émotions, tu as une palette comme ça. C'est vraiment une palette. Tu la prends et Oui. puis ça te permet justement d'arriver à cette sérénité. Oui. C'est génial. Oui. Évidemment, ça donne envie, forcément. C'est très bien. C'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi qui sont importantes à expliquer par rapport à cette danse? C'est mon gourou Sucheta Chapekar qui a bien exprimé ça. Avec nos doigts, avec nos mains, nous dessinons des lignes. La danse, c'est vraiment plein de choses. C'est de la musique, mais c'est aussi visuel. Tu vois, on va faire des gestes. C'est peut-être de la sculpture, parce que oui, on va faire des gestes, on va investir l'espace. C'est très important. C'est vraiment un art visuel. Elle dit toujours, imagine que tes doigts, au bout de tes doigts, tu as de la peinture. Quelles sont les lignes que tu vas tracer? Dans l'air. Dans l'air. Donc ça devient une sculpture, une peinture. Voilà, ça c'est important. C'est important et c'est très beau, donc c'est bien de le souligner. Oui. Si tu veux bien, est-ce que tu peux nous donner déjà un avant-goût parce que tu dis qu'il y a des chants, il y a la musique, c'est un des piliers. Est-ce que tu peux déjà un petit peu
chanter, nous donner cet avant-goût qu'on puisse voyager avec toi en Inde. Ok. Et tu veux juste avec les chants ou avec ça? Comme tu veux. C'est toi qui vois. En fait, ça, mon bâton, ça, c'est quand on enseigne en cours. Et ça, c'est quand on le fait sur scène. Donc le bâton, ça sert au rythme. Le bâton, ça fait exactement ce que les pieds des danseurs et des danseuses doivent faire. Mais le chant, c'est par la voix. Il n'y a rien d'autre. Il y a aussi, mais là, je ne l'ai pas, la shruti. Shruti, c'est le drone. Par exemple, je vais chanter, là, je n'ai aucun repère. Je vais chanter comme ça au hasard. Mais si je mettais le shruti, je chanterais pas faux. Ça te donne un petit peu le la, quoi. Le la, voilà. Mais là, j'ai pas de la, donc c'est moi le la. Eh bien, très bien. Il y a dans ceci, il y a 3 choses. Il y a le rag, la mélodie. Et je vais essayer de chanter à l'intérieur de la mélodie du rag. Il y a le tal, le cycle rythmique. Là, sur ma danse, c'est un cycle rythmique un peu compliqué sur 14 temps. Waouh. Oui, c'est très compliqué. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça, c'est juste la musique. Mais nous sommes des danseurs. Et nous allons faire des pas de danse là-dessus. Les pas de danse, nous sommes tenus par le cycle rythmique. Mais à l'intérieur de ce cycle, nous sommes libres. Nous pouvons faire des contretemps. Nous pouvons faire des frappes qui ne correspondent pas aux mots. Oui, c'est-à-dire que je vais danser ou je vais dire de faire un pas quand il y a un silence. Là est toute la science du Natavanar. C'est-à-dire, il doit faire 3 choses en même temps. Il doit chanter, il doit tenir compte du cycle rythmique et il doit battre la mesure de la danse qui ne correspond pas au cycle rythmique, sauf que quand il finit la phrase, finalement, il doit tomber juste sur le premier temps. Bon, ça a l'air d'être une science hyper compliquée. Une fois que tu le maîtrises, là, c'est gravé pour la vie. J'avoue que moi, pour apprendre une phrase, je prends à peu près 1 mois. Je prends beaucoup de temps. Mais une fois que je le sais, je le serai pour toujours. Et il faut savoir une autre chose, enfin pour moi, ça c'est sûr, c'est que pour enseigner correctement, si je ne sais pas chanter comme ça, eh ben j'enseigne pas bien. Donc ça me prend énormément de temps. Donc c'est vraiment la colonne vertébrale, si je te suis bien. Oui. Et c'est pour ça, à l'époque, les Natavanar n'étaient pas ceux qui dansaient. Natavanar, c'est celui qui est assis par terre. Et ils ne dansaient pas. Ces hommes-là ne dansaient pas. Ils montraient assis. Et ils chantaient. Et ils chantaient, évidemment. Et aussi, à l'époque, ça c'est extraordinaire, mais c'était un autre temps. On pouvait consacrer sa vie entière à ça. Il le fallait, d'ailleurs. Les femmes, ces femmes danseuses, avaient un enseignement de la musique, de tout ce que je viens de te dire, de la musique et de la danse. C'était un enseignement total. Global. Holistique. Ouais. Complet. Kita gaye, kita gaye, kita gaye, piyo mora. Kita gaye, kita gaye, kita gaye. Talang kutak tadeginatom. Ta. Talang kutak tadeginatom. Ta detta januta. Te. Ta detta dimitaka detta januta. Te. Ta detta dimita detta janutaka detta januta. C'est dur. C'est très dur. Ça a l'air d'être très dur. Et justement, dis-moi, quand tu fais des ta di du da, bon, évidemment, je sais pas le faire. Oui. Ça veut dire quoi? C'est comme des mots. C'est le rythme. C'est des onomatopées. Ça a été composé par un grand maître de mon gourou. Le gourou de mon gourou. Il faut ça. Donc de mon gourou Sujeta Chapekar, qui s'appelle Kettupa. C'était un grand maître.
Et oui, c'est lui qui, oui. Donc ça, c'est cette partie technique, danser, pure. Et tu vois, il y a une différence. J'ai chanté d'abord qui t'a grillé, qui veut dire où est-il parti, mon amoureux, où est-il parti. Donc là, on va faire l'expression. Et c'est-à-dire attention, préparons-nous, on va danser. Et mais ça y est, c'est de la danse pure. Et ce que tu dis, ça veut dire quelque chose? Non, non. C'est juste des C'est onomatopées des onomatopées choisies par Ketepa pour accompagner, en pour fait. accompagner les pieds. Mais par exemple, tu vois, ici, et ça, je vais essayer de le dire, parce que je l'ai choisi celui-ci pour te montrer la difficulté. Vas-y. J'essaie de le dire en tal. Talang, kutaka de kutaka ta de genatom. Ta de ta janu ta. Te ta de mi taka de ta janu ta. Te ta de mi ta janu taka de ta janu ta. De te de te. Je te dis ça parce que tu as vu, j'ai passé d'une chose à l'autre. D'abord, j'ai des tas. Ça, c'est musical, ça fait partie du chant. Mais ce qui correspond à ça, c'est quand j'ai dit des détails. Et je te le dis parce qu'en fait, là, j'arrive pas encore à maîtriser cette partie. C'est très, très difficile. Je sais pas si tu... Je le vois, ça y est, on le voit. Oui, oui, ça a l'air extrêmement difficile. Donc, en haut, il y a le chant. Et en dessous, la ligne en dessous, il a les pieds. Donc, tu as deux partitions différentes. Oui. C'est-à-dire qu'avec le chant, je dis ce qui est en haut, je chante. Et en bas, avec le bâton, je fais les pieds. D'où la difficulté. C'est d'ailleurs, bon, c'est très difficile. Mais non, c'est juste pour exprimer vraiment, et c'est important, parce que voilà, pour dire que ça prend beaucoup de temps, toute une vie en fait, hein, de chanter et de battre. Très, très Est-ce que facilement. c'est vraiment deux choses complètement distinctes, si je te suis C'est bien. distinct, mais essentiel d'être ensemble. C'est nécessaire. Et si c'est pas bien fait, le danseur, tout de suite, il est perdu. Justement, tu parlais que ça nécessitait une vie. Oui. On va commencer à voir la tienne un petit peu, pour voir comment est-ce que tu en es arrivé là. Alors, d'abord, je voudrais savoir comment toi, tout a commencé, comment est-ce que tu es rentrée dans cette danse, comment tu l'as connue? Je suis née en France, et c'est en France que j'ai découvert ça. Enfin, à 7 ans, mes parents ont souhaité que je fasse de la danse classique. D'ailleurs, ils m'ont d'abord amené à un cours de danse classique occidentale. Et je me souviens, je ne sais pas pourquoi, j'ai pleuré. Donc ça n'a pas marché là. Ah oui, pleurer de tristesse. Oui, ça m'a fait peur sans doute. Je ne sais pas, j'ai pas aimé. Donc bon, on est allé dans une autre direction. Et donc je suis allée dans un cours de danse indienne, Bharatanatyam, chez la doyenne, elle est française, mais elle, qui s'appelle Malavika. C'était dans les années 60. Hein. Et j'ai appris avec elle tout au début, j'avais 7 ans, 8 ans, comme ça. Bon, j'ai découvert et je suis quelqu'un qui, depuis toujours, vraiment, j'ai besoin de bouger mon corps. Je suis bien quand je bouge. Et de danser, donc j'avais besoin de danser. Et là, t'as pas pleuré? Non, là, j'ai pas pleuré. Bon, je me faisais gronder parce que c'est difficile, cette danse. Il faut s'asseoir. Cette position en diamant, c'est très difficile. Il y a une discipline. J'ai pas pleuré. Non, j'ai aimé. Est-ce que tu te souviens un petit peu la sensation que tu as eue, la première sensation quand tu étais jeune? Parce qu'il y a toujours quelque chose, tu vois. Je crois que j'ai aimé frapper du pied. J'ai aimé le rythme. Ce rythme-là, tu vois, que ce rythme. C'est ça. C'est ça. J'ai aimé danser, c'est tout, pas plus. Mais ensuite, je suis allée en Inde.
Alors, juste, tes parents, eux, dansaient aussi? Pas du tout. Là, c'était un peu compliqué. Parce que mes parents, pour eux, la danse, c'est un agrément. Enfin, c'est quelque chose de joli, c'est beau, ça fait partie de notre culture, de Et notre éducation. Et ils t'ont emmené? Et ils m'ont emmené à ce cours. Et c'était très, très bien. Mais c'était ça. Mais voilà. Ça va poser problème après, si j'ai bien Ça va poser compris. problème après. Ok, on reviendra après, Oui, à ce moment-là. oui. Et donc, du coup, tu es en train donc, de danser avec cette femme, Malavika. Oui. Et est-ce que tu te rappelles un peu donc, des sensations et donc déjà, c'est déjà difficile, du coup. D'abord, j'aime. Mais deux, oui, c'est difficile parce qu'il faut s'asseoir techniquement et c'est dur. C'est assise. Et puis c'est fatigant. Il faut frapper des pieds, et puis il faut suivre des directives. Et puis des rythmes qui ont l'air difficiles. Des rythmes difficiles, donc oui. Voilà. Mais quand même, tu t'es dit, je vais continuer, j'ai envie. Ou c'était pour le moment, c'était qu'un passe-temps. Moi, je vais surtout me souvenir de la joie que j'avais. Je rentrais à la maison et j'étais très, très contente. Donc c'est bien. C'est déjà pas mal. Ah, c'est pas mal. Hein. Déjà avoir de la joie. Non, Et ensuite, comment ça s'est passé? Alors ensuite, pendant les vacances d'école, on va dire, j'avais deux longs mois. Et donc mes parents m'ont envoyé à Rishi Valley School. Ça, c'est une école créée par J. Krishnamurti. Qui est un grand philosophe, penseur, qui est assez connu ici. Oui. Il a écrit notamment Se libérer du connu, Le sens du bonheur. C'est quand même un grand sage. Dans cet internat, c'était un internat. Je suis arrivée là, donc la première fois, j'ai eu 8 ans où je me souviens que j'ai vu cet endroit. C'est un endroit extraordinaire. Dans la nature, entre Bangalore et Madras, près d'une petite ville qui s'appelle, un village, Madnapalais. En fait, c'est vraiment dans la campagne. C'est magnifique. Et là, j'ai rencontré S. Meenakshi. Malavika a été ma première découverte de Bharatanatyam, mais mon premier gourou a été S. Meenakshi. Alors justement, là, tu vois, évidemment, avec mon œil d'occidental, le mot gourou, c'est toujours un peu compliqué. Oui. Ça veut dire quoi un gourou? Parce que il peut y avoir des connotations. C'est quoi? C'est un guide. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être une expérience, une chose. C'est quelque chose qui va te donner un chemin de vie. C'est pas rien. C'est ça. En quoi tu crois? En quoi tu t'ouvres complètement, tu t'abandonnes, tu acceptes ça. C'est ça, un gourou. Mais quand c'est une personne, eh ben, tu vas avoir confiance, tu vas y croire, tu vas l'aimer, peut-être avoir un peu peur. J'ai souvent eu peur. Toutes ces émotions que je t'ai parlé, c'est voilà. Les 9 émotions, elles sont là. Mais c'est vraiment quelqu'un en qui tu découvres là que vraiment, oui, ça correspond à ta personnalité et tu es d'accord avec ça et tu es d'accord de faire ces efforts suprêmes ou parfois tu n'y arrives pas. Mais en fait, voilà, tu vas avec. C'est ça un gourou. Et rien à voir avec une secte. Rien. Hyper important quand même. Très important. Hyper important de le préciser. Et donc, cette première gourou, oui. Comment ça se passe? D'abord, je suis très jeune. 8 ans. Quand j'ai commencé à travailler avec elle, j'avais 9 ans. Ok. Et j'étais très impressionnée. Ça a été vraiment quelque chose de... Mais comme j'ai été très impressionnée, j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Elle était extrêmement exigeante. S. Meenakshi. Elle avait une personnalité très, très forte. Elle s'habillait tellement bien. Avec ses saris de soie du sud de l'Inde, mais c'est quelque chose. Avec un énorme boto. Boto, c'est le point qu'on met ici. Entre les deux yeux. Entre les deux yeux. Et c'était énorme. Mais elle avait une force. Et bon, donc voilà. C'est un peu ce que tu disais au départ. Ce sont quand même ces danseuses-là, ces danseuses, ce sont des femmes fortes. Oui. Et elle en était une. Alors, elle, c'est un mystère.
c'est un mystère. Moi, je le pense. J'en suis pas sûre parce que je lui ai demandé, enfin, je lui ai pas demandé si elle faisait partie de cette communauté, parce que justement, cette communauté a été comment dire, dépréciée, comme si c'était des prostituées. Pas du tout. Mais c'était des femmes libres. Mais en tout cas, et elle n'a jamais voulu me dire quoi que ce soit. Mais moi, de ce que je sais, ce que j'ai pu comprendre, elle a été élevée comme ça, par sa tante. Elle n'est jamais allée à l'école, imaginez-vous. Elle a toujours appris, alors ça c'est notre personne qu'il faut absolument que je parle, c'est sa tante, Jay Vishalakshi, une éminente joueuse de vina. Le vina, c'est le luth indien, mais du sud de l'Inde. C'est le sitar du sud de l'Inde, c'est le vina. Et je t'ai dit que la musique est la fondation de la danse. Et bien cette femme était musicienne. C'est elle qui créait tous les ballets, toutes les danses, tout. C'est elle qui a travaillé avec Mrinalini Sarabhai, qui est une grande chorégraphe de l'époque. Hein. C'est elle qui a créé aussi, qui a fait partie de la troupe de Ram Gopal quand il est venu en France, ou en Europe, il y a dans les années 30, 50. C'est elle qui a donné son éducation à Meenakshi. L'école, ça a été Vishalakshi. Vraiment, il n'y a rien eu d'autre. Ce qui a fait que Meenakshi, quand elle m'a enseigné, elle savait tout. Musique, danse, elle me l'a enseigné. Parce que en fait, dans cette école-là, si j'ai bien compris, celle de ce grand sage, de Krishnamurti, il y a une vision, dis-moi si je me trompe, qui est vraiment globale, holistique, et où l'art a une importance vraiment de taille. Moi, je rapporte ça à moi tout de même, parce que ça a été mon expérience. Bien sûr. Je n'ai su aller là-bas, tu vas voir, c'est comme une goutte qui m'a été donnée, une goutte, et qui s'est infusée en moi. Parce que je n'allais là-bas que pendant les vacances d'été. C'est rien. Mais pour moi, ça a été... Oui, quand tu dis l'art, en effet, parce que Jay Vishalakshi était la femme du directeur de cette école. C'était elle qui était la chef du département de musique et de danse. Meenakshi était celle qui enseignait la danse. Mais dans cette école, il y avait un cursus régulier. Donc, cette école avait absolument... C'était une vraie école, hein, une vraie école où les enfants de 0 jusqu'à 18 ans faisaient leur éducation. Mais, et oui, comme tu dis, basé sur l'art, mais pas seulement. Basé peut-être sur la philosophie de Krishnamurti, puisque tout de même, c'est lui qui a créé cette école. Et Vishalakshi et Meenakshi sont venus là pendant 30 ans. Et en tout cas, tu parles du fait que ça a été un souvenir indélébile et puis qui a vraiment marqué du sceau, oui. Finalement, cet aspect et ce goût de la danse. Ah oui, je pense que plus que sceau, ça a été vraiment, j'étais marquée au fer rouge, mais de façon très positive. Hein. Malgré ma vie, tout ce que j'ai vécu, et je n'ai jamais oublié ça. C'était sans doute le moment le plus important de ma vie, oui. C'était quoi ton quotidien, du coup ? Alors, on se levait à 5h du matin. Et les autres enfants allaient courir parce qu'il y a des collines tout autour. Ils faisaient ce qui s'appelle piti. Piti, ça veut dire courir, faire des exercices. Mais moi, j'avais un régime très spécial parce que j'étais là que pour l'été. Et ben moi, j'allais dans la hutte de danse. Il y avait une sorte de petite hutte de danse à l'extérieur. Et donc, j'ai 9 ans, hein, toute seule, à 6h du matin, je me lève et je suis supposée aller m'entraîner dans la hutte de danse. J'y vais. Et comme j'ai 9 ans, je ne m'entraîne pas. Évidemment. Non. Et ce que je faisais, c'est qu'il y avait des sortes de petits vers de terre. Quand tu les touches, ça devient... ça me fascinait. Non, tout ça pour dire que j'étais très jeune. Évidemment. Mais c'est pas grave. Donc j'étais dans la hutte de danse et j'attendais. Et je t'avoue que j'attendais avec appréhension. Parce que S. Meenakshi était quelqu'un de formidable. Et pas le terme formidable, extraordinaire, mais puissante. Impressionnante. Ouais. Et elle me demandait vraiment des choses très impressionnantes, de m'asseoir comme ça. C'était une exigence, je devais le faire. Et au bout d'un moment, je l'ai fait. Parce que, il faut le dire, donc oui,
au bout d'un moment, j'ai été libérée de cette technique. Je me souviens, j'ai passé donc 2 fois 2 mois. Une fois à 9 ans, une fois à 10 ans. Quand j'ai eu 10 ans et que je suis partie, une fois j'ai fait un petit récital. Et j'ai senti là, à 10 ans, cette liberté de danser. J'ai dit, ah, c'est extraordinaire. Ça me frappe parce que j'avais que 10 ans. Et d'avoir cette maturité de dire, ah, c'est extraordinaire. J'ai aimé. À un moment donné, tu t'étais libérée de la technique ? Oui, grâce à elle. Mais c'était vraiment le parcours du combattant. C'était j'avais très peur. Mais c'était extraordinaire aussi. Donc les deux sont là. Et c'est pour ça, et c'est là où Jai Vishalakshi est si importante pour moi. Peut-être encore plus que tout. Elle était la grâce incarnée, la gentillesse. Autant que Meenakshi, sa nièce, était une sorte de... Je sais pas comment dire. C'était le feu. Elle était la douceur. Et elle me disait, elle qui avait 60 ans peut-être, elle me disait, Jyotika, tu sais, n'aie pas peur de Meenakshi. Elle est gentille tout de même. J'étais pas du tout d'accord. Mais de me dire ça, c'était tellement doux et j'étais rassurée. Et moi, j'avais 10 ans, elle comprenait bien que j'avais peur. J'étais très touchée. Enfin, ça m'a... et c'est pour ça que il y a ce shloka que je vais vous le dire tout de suite. C'est sur le gourou, justement. Et ça dit ceci. Alors, c'est quoi un shloka d'abord ? Un shloka, c'est une sorte de mantra, c'est une prière, c'est un chant. Jnana Moolam Gurur Murti. Puja Moolam Gurur Padam. Mantra Moolam Gurur Vakyam. Moksha Moolam Gurur Kripa. De la connaissance, la source, du guru, la forme. Du puja ou de l'offrande, la source, les pieds du gourou. C'est l'hommage qu'on va rendre au gourou. Du mantra, la source, du gourou, les paroles. Et là, la plus belle chose, de la libération, la source, c'est la grâce ou la compassion du gourou. Et ça, en y pensant, j'ai pensé à Vishalakshi. Elle était là, quoi, tout arrive, toutes les difficultés, tout, n'importe quoi. Elle dit, ça va aller. Et ça va aller. Meenakshi est gentille, t'inquiète pas. Donc ça, c'est très important. C'est le plus important, c'est important. Et aussi dire une chose, c'est que j'ai des cours particuliers tous les matins avec Meenakshi. Très important. Pendant combien de temps ? 2 heures. Ouais. Dans cette hutte de danse. Avec la baguette et en train de la baguette, avec le regard. Perçant. Ça se voit. À t'entendre, à te voir. Ouais. On dirait que tu es encore un peu impressionné. C'est marrant. Alors, faisons un bond, parce que tout de même, c'est arrivé. Avec tout ça, tout de même, comme je suis métisse, j'ai grandi. Et de 10 ans, j'ai eu 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et j'ai continué à vouloir aller là-bas. Mais là, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que j'avais toute la complexité du monde occidental et j'avais toutes qui j'étais. J'ai continué à danser avec elle, hein. Avec une force et une énergie extraordinaire. Donc tu y allais tous les étés encore ? Tous les étés. Mais c'était très très difficile. Et un jour, c'était trop pour moi. Je l'ai quitté. C'est très dur de quitter un gourou. Ça s'appelle Guru Droha. C'est une trahison du gourou. Il y a carrément une trahison, ouais. J'ai pas pu. Mais tu t'es écoutée en même temps. Oui, il le fallait, là, c'était le moment. Et puis, j'étais une jeune adulte. J'avais besoin de quelque chose autre. Mais c'est très dur de faire ça. Là, je l'ai fait. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit message et abonnez-vous, ça permettra de soutenir ce podcast. Pour la seconde partie, ce sera le 19 mai. Nous allons voir comment Jyotika a rencontré sa seconde gourou et comment elle a dit au revoir à la toute première, juste avant qu'elle ne décède. Très belle journée à vous.